Bonjour à tous. Oh, il y a déjà du monde dans le chat. Ils sont déjà très en forme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 15h. On est très proche de l'heure du goûter. Et on est là pour parler MMA. On a triple dose de MMA aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts sur la chaîne Twitch RMC Sport. Puisqu'on va avoir 3 interviews de suite avec 3 combattants. Le premier à se jeter dans la gueule du loup, c'est Nicolas Leblond qui est avec nous aujourd'hui. Combattant MMA au Cage Warriors chez les moins de 57 kilos. Auteur d'un étranglement, un bulldog choke sur ton dernier combat. Assez impressionnant. Et là, tu vas chercher ton troisième finish au Cage Warriors ce week-end. Ouais, enfin, ce qu'on va chercher. En tout cas, on essaye peut-être un KO, peut-être une soumission. J'ai une soumission et un KO au Cage Warriors en victoire. Donc voilà, on va voir ce qu'est le prochain. Yes, merci d'être avec nous. En tout cas, ça fait grave plaisir. Et vous l'avez compris, donc une soirée du Cage Warriors qui sera à vivre ce week-end à cheval entre la chaîne Twitch et RMC Sport, parce que les premiers combats, je crois, commencent vers 17h. Ouais. Ils seront accessibles sur Twitch et à partir de 20h30, vous avez l'habitude, si vous voulez voir le combat de Nicolas, lui, il sera sur RMC Sport 2 parce que là, t'es monté très haut dans la hiérarchie de la carte du Cage Warriors et tu combats dans les derniers combats, donc les combats les plus importants. C'est ça, donc ça fait plaisir. Le Cage Warriors me met en avant. J'ai un adversaire qui est dans le top italien, donc en vrai, on s'attendait à ce qu'ils nous mettent haut, mais là, on est juste avant le main event, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir, ça va être un bon combat. C'est une belle victoire et surtout, je vais chercher un bon finish, une belle guerre comme toujours. Si c'est pas parfait, on ira chercher la guerre et puis on ira chercher une grosse décision si on n'arrive pas à finir. Là, ça se passe à Rome cette fois-ci. Donc le fait que tu combattes contre un Italien à Rome, ça veut dire que tu vas être à l'extérieur. Mais bon, c'est à peu près toujours le cas quand tu es au Cage Warriors. C'est à peu près toujours le cas. En vrai, j'ai peu combattu à domicile. J'ai fait un combat à domicile avec le MMA GP l'année dernière au Zénith. Donc c'était la seule fois où j'ai vraiment combattu à domicile. Sinon, après, j'ai toujours fait à l'extérieur. Donc en vrai, c'est pas un facteur qui rentre trop dans ma tête. Et en plus, il y a les Europes de Jiu-Jitsu et de Nogi qui ont lieu à Rome. Donc j'aurai un peu de soutien quand même. Il y a du monde qui en a profité pour venir sur l'événement. Il y aura le gérant et coach du NR Fight, Nicolas Renier, qui sera là pour la compète, mais aussi pour venir me coacher. Il y aura Nicolas Filipponi qui est un compétiteur de grappling également et qui fait les championnats d'Europe en ceinture noire et qui sera là pour me coacher également. Et après, on a pas mal de combattants ceinture bleue, ceinture violette qui font la compétition des Europes Nogi. Donc en vrai, il y aura un peu de France. Ça va, on aura de quoi un peu brûler la salle. Il y a des petits cops qui seront réunis. Là, les supporters ont fait le déplacement. Donc comme tu l'as dit, donc tu t'entraînes au NR Fight. Du coup, la salle de Nicolas Renier, qui on le rappelle est une sommité du grappling en France, un des plus gros palmarès qu'on a dans notre pays, et qui lui va aussi, du coup, il fait une compète et en même temps il va te coacher sur le même week-end. Je crois qu'il combat le vendredi, je crois, dans mes souvenirs. Donc du coup ça va lui permettre de venir après tranquille pour pouvoir me coacher et pouvoir apporter un peu de soutien. Alors on va repréciser pour ceux qui connaîtraient pas très bien. Toi tu combats dans la catégorie des moins de 57 kilos. C'est la catégorie la plus légère a priori dans les organisations standards, même si je sais que dans certains pays il existe encore des catégories en dessous. Chez les Asiatiques ou NFC, je crois qu'ils descendent même jusqu'à 52 comme en boxe anglaise. C'est ça. Mais bon. En MMA, en tout cas, dans on va dire les grandes organisations et dans ce qui se fait, on va dire dans la manière un peu occidentale, c'est la catégorie la plus légère et elle est aussi connue pour être une des plus complètes parce que à ce niveau de poids, faut vraiment être bon partout. Déjà il y a moins d'aspect cardio. Quasiment toute la caté a du cardio, donc déjà ça enlève un aspect. Et puis techniquement, en général, c'est des catés qui sont relevés où il y a pas mal de vitesse, donc en général c'est cool à voir. Et maintenant avec la préparation physique, on arrive à avoir pas mal de KO dans ces catés, donc c'est cool. Ça fait du spectacle. C'est hyper spectaculaire parce que pour ceux qui connaîtraient pas, dans ces combats-là, il n'y a pas de temps faible en fait. Vous êtes toujours en train d'exploser un petit peu dans tous les sens. Quand ça part au sol, souvent, comme vous êtes des poids assez légers, ça peut très vite se renverser. Ça se relève un peu plus rapidement que chez les lourds, si on prend aux antipodes. Mais ouais, non, c'est cool. Je pense qu'en plus, j'ai le jus pour faire le 3x5 plein pot et puis pour envoyer du rythme vraiment. On a vraiment axé sur ça, la prépa. Donc je vais mettre du rythme tout le long. Il y a Wawa dans le chat qui nous dit: j'ai jamais entendu parler de lui, mais il a l'air sympa, j'espère le meilleur pour lui. Tu vois, déjà en quelques mots, il a apprécié. Peut-être pour réexpliquer un petit peu, tu viens d'où? Comment tu arrives dans le MMA? J'ai 15 ans de judo avant.
D'accord. Et j'ai fait mon premier combat pro en 2013, donc il y a quand même longtemps. Après, j'ai eu des blessures, j'ai eu des petites absences, mais voilà, initialement, je suis de la H-Fight, un club dans le 91 à Massy, géré par Mamour Fall, c'est un ancien de la Snake Team. Ok. Et après, en parallèle, j'étais au NR Fight et du coup, j'ai les deux, je représente les deux clubs toujours depuis maintenant quasiment 10 ans. Ok. Et après, j'ai fait pas mal d'organisations, mais j'ai peu combattu sur le sol français. J'ai fait que le KOC dans les orgas un peu connus françaises, et sinon, j'ai jamais fait Hatch, j'ai jamais fait. Donc, du coup, c'est vrai que le public français me connaît moins que certains profils qui ont beaucoup combattu en France et sur les orgas qu'on a pu voir il y a quelques années. Mais en plus, pour rester sur ta catégorie, c'est pas une catégorie, j'ai l'impression, hein, tu me corrigeras, dans laquelle il y a beaucoup de Français encore. Est-ce qu'on a beaucoup de Français en moins de 57? On a quand même quelques Français. Après, en vrai, il y en a peu qui performent à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un groupe de Français qui est à 57 kilos et qui combat, mais que sur le sol français. D'accord. Il y en a pas beaucoup qui se sont expatriés pour combattre, donc du coup finalement je pense que je fais partie des seuls. Peut-être que il y en a quelques-uns. Il y a Salah Elkas, je sais, qui a bougé un petit peu à l'étranger, avec qui il m'a aidé sur ma préparation, j'ai fait des test matchs avec lui. Il y a Zuber Boursa qui a combattu un petit peu également. Donc en vrai il y a quand même un petit groupe de Français, mais c'est vrai que c'est pas la catégorie la plus fournie, ouais. La plus fournie, surtout en France. Ouais. Surtout en France. Nous, on a beaucoup de 66 kilos, hein, pour ceux qui ne savent pas. En France, c'est là où vraiment il y a une grosse concentration de talent. Mais c'est vrai qu'après, quand on est, j'allais dire, au-dessus des 77 et en dessous des 61, ça devient très compliqué. Après, je pense que c'est le fait aussi qu'on n'est pas tant de combattants pro que ça aussi. Par rapport à certains pays. Tu vas dans des salles en Angleterre, dans des salles à l'étranger, ils sont 50, 100 pros sur le tatami. Tu vas dans vraiment des grosses structures, il y a vraiment 40 pros, 50 pros sur tous les cours. Alors que nous, si les plus gros clubs, ça va être nous, ça va être la Snake Team, ça va être certains clubs comme ça qui ont une dizaine, une vingtaine de pros sur les cours compétiteurs. Mais sinon en vrai, ça se résume à peu. Même dans les petits clubs, en général, il y a 3-4 gars qui sont pros et puis c'est tout. Alors qu'à l'étranger, vraiment, il y a des grosses structures. C'est des usines. Et puis, je te dis, il y a une cinquantaine de pros. Tu vas dans des gyms en Angleterre ou en Thaïlande, par exemple, pour dire où j'ai été. Et dans les deux, tu te retrouves avec vraiment 50 pros avec de l'expérience, pas des jeunes pros comme nous on a en plus. Donc voilà, ça reste un jeune sport en France, mais je pense qu'on a de quoi briller, c'est cool. Et on commence à le prouver petit à petit et de plus en plus, donc j'espère que ça va continuer. Ouais, et toi, t'es bien placé justement potentiellement pour faire briller. Alors, je voulais te demander, est-ce que justement, comme toi, tu combats beaucoup plus à l'étranger, est-ce que là-bas, t'es peut-être plus reconnu, plus apprécié? Est-ce que tu reçois du soutien parce que t'as combattu beaucoup en Angleterre via le Cage Warriors, là tu vas aller en Italie, mais peut-être c'est eux qui te voient plus que nous? Après je pense qu'il y a quand même un petit groupe de Français qui me connaissent de par aussi le NR Fight où je suis coach, j'entraîne aussi. Non, regarde, il y en a un dans le chat là, Batos, qui je pourrais m'entraîner 1 an au NR Fight Olympiade, je peux vous dire que Leblond c'est un excellent coach. C'est cool, ça fait plaisir. Mais du coup, de par le public du NR, de par les gens qui s'intéressent au Cage Warrior. Et après, en Angleterre, il y a quand même les Anglais suivent beaucoup le Cage Warrior. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est vraiment c'est un truc qui suivent beaucoup, et les étudiants connaissent le Cage Warrior. Ok. Et donc du coup, ils nous connaissent un peu plus. Je pense que donc c'est toujours agréable à savoir. Et puis j'ai des gens qui me suivent qui sont anglais, même si pourtant je tape souvent sur les Anglais. C'est parce Anglais, que tu le fais avec une manière qu'ils apprécient, je pense. Voilà, c'est ça. je regardais sur ton tapologie, j'ai pas trouvé ta date de naissance. J'aurais pu chercher plus, mais j'avoue que je restais sur le tapologie. Je suis 94, donc 29 ans. 29 ans. Là, t'es à 12 combats pro, 8 victoires pour 4 défaites. En fait, t'es encore un peu aussi... T'es en milieu de construction de carrière, là, à peu près, c'est ça? Ouais, en vrai, comme je t'ai dit, j'ai combattu il y a longtemps. Après, c'était un moment où j'ai commencé le MMA en 2012.
Attends, mais on peut en parler parce que le MMA de 2012, ça devait être très différent. À l'époque, t'allais en Belgique. La Octagone, je sais pas où c'était. C'était Belgique, Octagone. Aussi. Et ça c'est Tchétchénie. Ah ouais. Ah, t'as combattu en Tchétchénie? Ouais, mon 3e combat pro c'était en Tchétchénie sur l'organisation de Akhmat. C'est le président tchétchène très controversé qui tire cette organisation et qui a fait combattre pas mal de Français en vrai. Ok. Mais voilà, c'est. C'est comment de combattre en Tchétchénie? Alors je sais, là je rappelle à tes souvenirs parce que ça date un petit peu. Tu sais, l'image qu'on a de la Tchétchénie de par le sport de combat, pour préciser un petit peu le scope, on voit les Khamzat Chimaev, on voit Baki par exemple, on voit cette mentalité des gens qui sont durs au mal. T'as l'impression qu'ils s'amusent jamais, hein, ils s'entraînent tout le temps, etc. Moi de l'expérience que j'ai eue là-bas, je pense que c'est l'organisation qui m'a le mieux accueilli. Ah ouais? Je pense que après chacun avec ses moyens aussi. Bien sûr. Et là ils avaient des gros moyens, donc du coup ils nous prenaient quelqu'un qui nous a aidé à visiter par équipe, par team. On avait un hôtel, l'hôtel luxueux de Grozny, et on avait un gym à disposition, on avait un sauna à disposition, on avait de la bouffe, on allait manger où on voulait, peu importe. Ah ouais. Ils nous amenaient, c'était gratuit, c'était payé. Et on nous accompagnait partout. On avait une limousine, on avait un truc. Ah ouais. C'était franchement. Parce que sur le papier, tu te dis 2015, Tchétchénie, je vais combattre. Sur le papier, ça peut avoir l'air d'un truc un peu bizarre où tu t'es retrouvé dans un hangar ou quoi. En vrai, c'est ce que je m'étais dit au début. Je me suis un peu dit, mais on m'avait proposé une grosse somme. Et puis je connaissais des gens de l'équipe de Cyril Diabaté qui avaient combattu. Et il y a Xavier Foupapoukam qui a combattu là-bas. Et eux, ils ont quelques gars qui ont combattu là-bas. Et ils proposent des belles primes. C'était quoi à peu près une belle prime là-bas? Pour l'époque, c'était 2000 plus 2000. Mais j'avais 20 piges et j'avais 2 combats pro, donc 20 piges, tu peux prendre 4000 balles sur un pour combat. Me battre alors que je le fais gratuit tous les jours. J'étais là, quoi, sérieux, j'y vais. Et non, c'était cool. Le stade, c'était un genre bon public 000, et tout. 30 000 personnes, Et c'est incroyable. Et franchement, les gens. Bon, en vrai, c'était pour mon adversaire, mais j'ai quand même été applaudi. C'était quand même cool comme événement. Et puis les gens sont venus me voir après et tout. Donc franchement, c'était une bonne expérience. Et ils avaient ramené des gros palmarès. En vrai, si tu regardes un petit peu, il y avait des... Bah, attends, je vois, il y a Vla les Brésiliens, ils ont ramené un Américain, il y a un Grec. Mais attends, le Grec, je me demande, c'est pas celui en plus. Il y en a un qui a le même nom que lui, je crois, à l'Octagone. Ouais, c'est possible, en vrai, tu vois, il était à l'UFC là après. Il va combattre, il est en finale, je crois, du tournoi à 300 000 € de l'Octagone, le mec. C'est ouf. Attends, on retrouve des noms en plus. Il y avait du beau monde là-bas. Je sais pas s'ils font encore avec la crise actuelle chez eux là. Je pense que c'est pas trop le sujet, mais le président là-bas, il est très passionné de MMA. On le voit toujours avec Chimaev justement. Et du coup, il l'organise et en plus, il est à l'événement et regarde l'événement. C'est incroyable quand même. En vrai, j'ai même une anecdote. À la fin du combat, j'étais dans les premiers combats vu que j'avais que deux combats. Et je fais mon combat, je me pose dans le public après mon fight. Je perds la décision très, très serrée. Je fais un combat engagé. Après, je perds à la décision et je me pose dans le public. Et là, le président, il me fait un signe de la main et moi je regarde derrière moi je me suis dit putain il m'appelle pas moi quand même. Et je regarde derrière moi et puis viens, alors de dire toi viens, allez. Et du coup je suis passé, il n'y a que des mecs avec des calaches autour de moi qui te regardent de haut, des mecs bodybuildés comme je sais pas quoi, ils me fouillent, ils me font passer et ils me disent en français bon combat et ils me serrent la main et après, il me dit prime plus. Et m'a donné je sais plus combien de plus. Ah ouais. Mais en plus, mais ça c'est la scène de film où tu sais t'as l'impression le méchant il t'appelle, il vient pour terminer. J'avais plus peur de lui que du combat. Je suis mort. Et au final il a kiffé sur. Enfin il a kiffé sur. Après je pense que c'était un combat serré. Il s'est dit allez. Bon en vrai il devait distribuer un peu à plein de gens comme ça. Je pense que j'étais pas le seul à qui. Il est en mode Jules César. Tu vois, j'ai été diverti là. Vas-y. C'était drôle ton combat. Allez tiens. C'était assez ouf. C'est le pays le plus ouf ou le truc un peu le plus ouf que t'as vécu dans ces années-là? Clairement.
C'est clairement. incroyable. En plus, c'était pas en short notice, mais genre 3 semaines avant, 2 semaines et demie avant. C'était un autre Français qui était prévu dessus. Et finalement, on m'avait rabattu dessus à 2 semaines et demie du truc. J'étais presque au poids, donc j'y allais. J'étais beaucoup plus léger que maintenant. Et du coup, j'y suis allé comme ça, c'était cool. C'est ouf quand même. Et donc ça, ouais, il te demande c'est une prime de combien le bonus qu'il t'a donné du coup Je sais plus, je crois que c'était 500 balles quand même, il m'avait dit. Ah ouais, ça va. 500 balles, c'était pas exactement ça, c'était 400 et des brouettes vu que c'était en dollars du coup. Il nous avait payé en dollars et pas en euros. Ok. Mais il y avait quand même des mecs en calache dans la salle. Ouais, autour du président que des mecs en calache. Ça, c'est un délire. Quand même. Non, c'était ouf. Bah après, c'est lui le président. Et il y avait, le stade, il faisait, je sais plus combien c'était, mais genre 20 000 quelque chose, un truc comme ça. C'était un truc énorme. Et c'était vraiment un événement. C'est des gros fans de combat, du coup, ça crie et tout. Bah déjà, dans l'avion, pour aller en Tchétchénie, c'est particulier. Ah ouais. Tu vas à Moscou et après, tu prends un avion, mais c'était un coucou. Ok. Et dans l'avion, il n'y avait que des gens, ils avaient des oreilles en chou. Il y avait que des... Je me suis dit, mais ils vont tous à l'événement, c'est chelou. Et puis, non. Que des cauchemars. Que les gens avec qui t'as pas envie de tourner si tu commences le MMA. En vrai, ils font tous de la lutte, c'est tout. Ouais. Du coup, je pense que c'est bien dans la culture, peut-être aussi d'avoir les oreilles en chou, je sais pas. C'est un truc de ouf. Mais en tout cas, vraiment super accueilli. Et là-bas, j'étais même pas avec mon coach parce qu'il combattait. Ils combattaient en même temps. Mabourfal, il combattait en même temps. Ils disent juste que. T'inquiète, bouge pas. Ouais. Ils combattaient en même temps sur un événement en Russie aussi, d'ailleurs. Et du coup, j'étais avec un de mes partenaires. Il est noir et musulman. Et ils étaient fans, ils s'arrêtaient toutes les 2 secondes, c'était lui la star. Ah ouais. Et ils s'arrêtaient toutes les 2 secondes et ils le prenaient en photo et tout. Ils disaient, je peux prendre une photo et tout. Et on pourrait croire que ça pourrait être limite, tu sais, un peu dangereux ou quoi. Non, en vrai, c'était super ouvert. Après, il y a une grosse différence quand tu sors un peu de la capitale. Ouais. C'est un mini Dubaï quand t'es dans la capitale. C'est des grandes tours. C'est Grozny du coup. Ok. Ça fait vraiment mini Dubaï. Quand tu sors, c'est une autre ville. Ouais. Mais en vrai, non, les Tchétchènes super accueillants. Franchement, le guide qu'on avait, il nous a accueillis pour manger chez lui, etc. et tout, avec sa femme. Et franchement, ils étaient adorables. Et les plats tchétchènes, c'est bon? Ouais, c'est un peu... ils font pas mal de ragoûts, de soupe. Okay. C'est assez bon, après... Bon... C'est peut-être ça le secret. Hein. Pour ça, je pose toutes les questions. Je me dis. Ouais, en vrai, moi, c'était pas mauvais. En plus, après le combat, ils nous ont payé un gros resto avec ce qu'on voulait et tout. C'était cool. Non, mais c'est bien parce que tu vois, on peut avoir des idées reçues. On sait que c'est une région du monde qui peut être un peu difficile, dans laquelle il y a des conflits, il y a de la politique, etc. à droite à gauche. Et a priori, à chaque fois qu'on en entend parler, c'est plutôt pour des trucs pas hyper heureux. Mais là, tu vois ce que tu es en train de nous en décrire, ça a l'air. C'est limite, t'as envie de dire attends, pour tester, je passe en vacances là-bas une petite tête et ça a l'air sympa. Non, franchement, c'était super accueillant. Il n'y a pas eu de soucis, on s'est baladé normal. On a vraiment bougé dans la ville comme on voulait. Le guide il nous disait, vous voulez que je vous accompagne à tel endroit, etc. Tu veux un resto? En général, on mangeait chez l'habitant. Il nous disait, j'ai un ami qui a un resto là et tout. Il nous amenait. Franchement, c'était cool. Franchement, c'était bonne ambiance. Une bonne expérience en vrai, même si je sors avec une défaite de ce truc-là, mais voilà. Okay. Au niveau gestion de carrière, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais au niveau expérience, c'était cool. Bah après, on rappelle, dans ces années-là du MMA en France, en général, quand tu trouves un combat pro à l'étranger, concrètement, on te met dans un bourbier, c'est ça? Ouais, c'est toujours ça. Mais en vrai, c'est... Mais tu le sentais concrètement quand t'envoyais dans un bourbier? C'est la passion qui te disait j'y vais? Non, on se disait on va faire la surprise. On va faire la surprise et ils pensent qu'on est moins fort que ce qu'on est et on va faire la surprise. Après, à tort ou à raison, c'était pas toujours à raison. Je pense que en vrai, il y a quand même une gestion de carrière en MMA à avoir, comme dans tous les sports à palmarès en réalité, où le palmarès est important comme en boxe anglaise. Ouais. Mais il faut pas tomber, je pense, trop non plus dans le truc de il faut choisir tous ces combats comme certains peuvent faire à construire des carrières. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Bah, est-ce que je regarde après t'as fait plus Royaume-Uni. Ça a été ton dernier combat dans ces régions un peu, enfin dans des pays un petit peu moins connus. Après t'es allé. Ouais, j'ai fait quoi d'autre? Non, après j'ai fait que
J'ai fait pas mal l'Angleterre, finalement. J'ai fait Irlande. Parce qu'on regarde ton tapologie, en fait, tu commences en Belgique, 2 combats. Ouais. T'as cette expérience-là en Tchétchénie, et après c'est quasi que du British. Ouais, UK. Ça c'est Belgique, après c'est le KOC en France. Ouais. Next Level, c'était une petite organisation en France aussi qui était organisée par Eduardo, le head coach de la Chapecoense, l'ancienne team de Morgan. Ouais. Mais 2018, donc encore dans le MMA pas légal en France, donc en mode pancras. C'était du Kempo, avec du coup frappe au corps, au sol. Ouais, ok, pas le droit de frapper. T'as le droit au coup de pied, attends. Non, t'as le droit au high kick, genre en debout. T'as le droit, quand t'es au sol, je crois, de mettre des coups de pied. Ok. T'as le droit au coup de tête au sol, en théorie. Mais coup de tête au sol, au corps, seulement. Ok. Et sinon, je crois que c'est tout. Mais après, sinon, c'est juste, t'as pas le droit aux frappes à la tête. Okay, et on n'avait pas le droit au coude. Mais typiquement, moi, personnellement, j'en parle assez souvent. Moi, je trouve ça piégeux dans vos carrières professionnelles d'avoir dans votre bilan. Alors, ça peut être des victoires comme ça peut être des défaites. Quand c'est des victoires, tout le monde va dire ouais, mais du coup, ça lui sert d'avoir des victoires en plus. Ouais, c'est pas exactement le même sport. Est-ce que pour toi, c'est un problème ou pas trop? Ouais, en vrai, maintenant, ça a pu exister. Mais ça a été un problème, mais pas forcément par l'histoire des frappes au sol. Certes, il y a une différence, mais c'était surtout dans... En fait, on pouvait pas maintenir le combat au sol parce que si le combat allait au sol, l'arbitre relevait assez rapidement parce que s'il y a une position de grappling où juste on bloque la position, c'est vite ennuyant. Donc du coup, il faisait relever très rapidement. Et toi, en plus, qui est judoka, etc., ça t'avantage pas énormément, ça? Ouais, en plus, j'aime bien quand même mettre du ground and pound, j'aime bien mettre du volume au sol. Donc même si je cherche beaucoup la soumission, donc en vrai, je suis pas trop de ceux qui bloquent le combat au sol, mais ça reste désavantageux pour les grappleurs, le pancras à l'époque en tout cas. Il relevait quand même assez rapidement, alors que en MMA finalement à l'étranger, si tu mettais une petite frappe de temps en temps, l'arbitre il te dit action, tu mets une petite frappe et c'est reparti. C'est reparti, il te redit action, tu mets 2-3 frappes et tu peux rester un petit peu de temps. On le voit dans toutes les orgas maintenant. Il y a des questions dans le chat, on me demande si tu as justement, après cette expérience-là, est-ce que tu tournes avec des Tchétchènes régulièrement dans les clubs, etc. On en a à la H-Fight, on avait un gros groupe de Tchétchènes, donc en vrai, on avait une petite équipe, et puis au NR-Fight, il y en a souvent qui passent. Il y a un jeune Tchétchène là, qui est au club, qui est franco-tchétchène, qui est au club. On en a toujours, j'en ai ramené un dans ma préparation aussi, peu connu, mais qui m'a donné un test match sympa, c'était cool, qui avait une bonne lutte comme beaucoup, mais c'est pas toujours le cas. Ils ont des bons boxeurs, ils ont des mecs pas mal en boxe aussi dans certains pays là-bas, et ils ont au Kazakhstan, ils ont plein de mecs de l'anglaise. Alors c'est pas trop c'est ce que je disais, attention à ceux qui vont débarquer dans les MMA, qui viennent du Kazakhstan, du Tadjikistan, etc. Parce que c'est des fighters où il y a une très très grosse école debout, et il y a aussi une grosse école de lutte et de sol. Donc ils vont arriver avec des panoplies complètes, tu sais. C'est clair. Toi, tu combats en moins de 57. Dans ta manière de t'entraîner, tu tournes avec des mecs qui font 57 kilos et qui sont assez rares à trouver, ou t'es obligé d'aller chercher et de t'entraîner avec des mecs plus lourds? En vrai, je m'entraîne beaucoup avec des mecs plus lourds. Ça dépend les oppositions. Ça dépend de pas mal de choses. Je pense que pour ce qu'on appelle les test matchs, donc vraiment se tester et aller sur des intensités vraiment fortes, il faut trouver quelqu'un qui est à peu près dans ses ordres de poids, parce que ça, il y a quand même des différences. Après, sur l'entraînement, quand il y a du combat à thème, c'est-à-dire on démarre dans des positions spécifiques pour travailler une partie du MMA, et là c'est pas grave s'il y a quelques kilos de différence, et en vrai avec l'expérience on peut combler. C'est moins évident, c'était moins évident il y a 10 ans, mais maintenant ça allait plus. Je tourne, on a un gros groupe d'amateurs au NR-Fight, et en vrai qui sont un peu plus lourds et qui brillent plutôt bien, et ça, ils me servent bien dans mes sparring, ils sont solides, donc c'est cool. Aujourd'hui, maintenant que tu as 12 combats professionnels,
t'as forcément de l'expérience, t'as des zones de confort, etc. C'est quoi pour toi ta plus grosse force en tant que combattant dans ce que tu sais faire? Je pense que, en vrai, ma plus grosse force, c'est que j'ai justement pas mal d'armes. Je suis ceinture noire chez Nicolas Régnier, donc je viens d'être gradé black belt de lutte à livrer, donc ouais, ça reste un de mes points forts. J'ai quand même fait beaucoup T'as de deux choses. ceintures noires du coup? Non, j'ai jamais passé la ceinture noire de judo. Mais non! Si, j'étais ceinture marron à 14 ans, je crois. J'ai arrêté le judo 2 ans après, 3 ans après. Et Ah ouais, rien de l'avoir quoi. j'ai jamais passé la noire parce qu'il y a des katas à passer, il y a une journée d'arbitrage. Et c'est à l'époque des trucs qui m'emmerdaient concrètement. Ouais, je peux comprendre. Ok. Et du coup, j'ai laissé passer. Et, après, je la repasserai peut-être après ma carrière, histoire de. Non, parce que le judo, ça reste. Tu sais, on pose souvent la question, c'est quoi les meilleurs sports pour commencer ou qui peuvent s'appliquer ou bien se transposer dans le MMA. On se rappelle que Ronda Rousey, elle venait du judo. Quand elle l'appliquait au MMA, c'est-à-dire que elle arrivait à projeter les gens et à retomber sur eux avec déjà une position dominante. Et après, en 10 secondes, c'était réglé l'affaire. Ouais. Après, je pense que ça reste pas le meilleur sport parce que ça reste des sports différents de la lutte. Ouais. Mais je pense qu'il y a une culture du judo en France qui est énorme. Et il y a un niveau français en judo qui est monstrueux. Et ça, on doit en être fiers dans notre pays parce qu'on a vraiment une grosse nation du judo. Et surtout, il y a une rigueur dans le judo qui est particulière, que moi, j'ai jamais revu dans d'autres sports et que je transfère vers le MMA, mais de répétition. Tu vois, tous les trucs qu'on voit de maintenant, extra workout, de trucs, c'est des trucs qu'on fait obligatoirement en judo. C'est un truc, ton entraîneur, il disait, toi, tu dois répéter ça, toi, tu dois répéter ça, et tu restais 10 minutes de plus après l'entraînement. C'est des trucs qu'on considère comme professionnels dans nos sports. C'est être pro dans nos sports, mais les loisirs, les enfants, parce que j'étais un enfant à l'époque où je faisais du judo, et on faisait énormément de répétitions. Et puis un entraînement de judo, c'est tomber 100 fois, c'est tomber 150 fois. C'est même apprendre à tomber au début. C'est apprendre à tomber, et c'est se faire jeter toutes les 2 secondes. Et en vrai, tu fais des répétitions où tu jettes ton partenaire, etc. pendant des heures. Donc c'est très rigoureux et tu tournes relativement vite en rond dans le sens où, mais comme dans tous les sports finalement, où t'as des techniques que tu apprécies plus et tu répètes toujours la même chose et ça se joue, plus t'es fort, plus ça se joue aux petits détails. Oui. Au final, c'est très propre au sport de combat parce que on parle de Laetitia Blo aussi qui vient du judo, effectivement, Virgil Haugen aussi qui vient du judo dans les combattants français. On voit aussi en boxe, c'est très comme ça, c'est-à-dire qu'en boxe, je veux dire, t'as pas 300 000 manières de mettre un coup de poing, typiquement, mais quand tu vois la manière dont Floyd Mayweather travaille son jab ou la rapidité de son jab, tu te dis, en fait, ce coup-là, il a dû le répéter peut-être 10 milliards de fois, en fait. Ouais, facile, je pense. Mais ouais, non, en vrai, tout se joue dans les détails, mais c'est ce qui diffère entre un sportif compétiteur et d'un vrai gros pro top mondial. En anglais, c'est encore plus... ça se joue à une contraction d'abdos au bon moment parce que l'impact arrive, il faut contracter au même moment et avancer légèrement sur l'impact. Ça se joue à une contraction, à une meilleure contraction de Canelo que moi, sûr. mais c'est des tout petits détails, mais c'est des vrais dans tous les sports. Dans le foot, en tout ce que tu veux, en vrai, ça se joue dans les détails. Et c'est quoi la partie avant qu'on parle de ton combat, parce que pour le coup c'est un combat qui a une importance assez haute dans la suite de ta carrière, c'est quoi que tu préfères dans le MMA? C'est ce côté justement, parfois les gens qui viennent du judo ils disent c'est le MMA c'est un peu la liberté, parce que c'est vrai que le judo on a ses kimonos, y a un peu de ça. On a le fait d'amener des gens au sol mais de pas pouvoir faire tout ce qu'on veut au sol. Est-ce que c'est ça que tu préfères, le fait d'avoir vraiment une espèce de bac à sable de technique à utiliser, ou il y a une partie particulière que t'aimes bien, peut-être le debout? Non, j'aime vraiment tout. Après, quand j'ai arrêté le judo, j'ai fait un peu d'anglaise. Et j'ai bien aimé l'anglaise. Mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir toutes ces cartes et de pouvoir jouer avec toutes ces cartes, ça reste un sport. Je pense qu'il y a peu de sports qui sont aussi stratégiques que le nôtre. On a beaucoup de techniques, beaucoup de cartes à jouer, et ça, selon l'adversaire que tu vas prendre, il y a des aspects que tu dois plus mettre en avant, etc. Donc en vrai, c'est aussi ce côté-là. Et après,
t'apprends toujours. Déjà, dans un sport qui n'est pas pluridisciplinaire comme le nôtre, t'apprends tout le temps, je pense. Et tu progresses sur des petits détails. Mais dans notre sport, avant d'être au niveau d'un mec comme mon partenaire Filipponi qui fait les Europes et qui a passé plusieurs tours à la DCC, et bah, pour un mec du MMA, ça va demander énormément de temps. Ou être comme un mec qui fait de l'anglaise à bon niveau, c'est pareil, ça va demander du temps. Donc en vrai, on n'arrive jamais au bout du jeu. C'est pas possible. En faisant toutes ces disciplines, on peut pas arriver au bout du jeu comme le fait un mec de l'anglaise. Et encore lui, il y aura sûrement des petits détails à peaufiner. Donc c'est aussi la quête infinie, tu vois, il y a toujours à progresser, j'apprends toujours un truc. Ouais. En fait, c'est des sports, comme tu as dit, ils sont pas finis. Il y a toujours des trucs qui arrivent. Et en plus, ça évolue énormément. Après, on le repratique d'une autre manière. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où, typiquement, on est beaucoup moins dans des phases de contrôle. On essaie d'aller beaucoup plus sur des transitions, de créer des ruptures et changer de position pour toujours l'améliorer. Là où avant, dès qu'il y avait une position un peu avantageuse, on se disait, faut vraiment pas que tu la lâches, celle-là, faut la garder. C'est vrai que le sport, il évolue. Dans cette évolution-là, toi, par rapport au top mondial de ta catégorie, les moins de 57 kilos, donc ce qui se fait à l'UFC, quand on voit les Pantoja, les Moreno, les Figueiredo, etc., tu penses que tu es proche de ce niveau-là, ou il te manque encore du travail, qu'est-ce qui te manquerait pour atteindre ce niveau-là? Je pense que, en vrai, c'est de l'expérience dans la cage principalement. Ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Je pense que mes techniques sont rodées, entre guillemets. Bien sûr, j'ai toujours des trucs à perfectionner, mais je pense que je suis capable de boxer avec du beau monde. Sur ma prépa, j'ai fait venir des mecs du pied-point, des gars compétiteurs en pied-point, compétiteurs en anglaise, compétiteurs en lutte. Et en vrai, j'arrive à performer avec chacun d'eux. Mais le combat, ça se joue pas qu'à ça. On peut être fort sur l'entraînement et sur une adaptation au fur et à mesure des entraînements. Par contre, sur le combat, c'est des prises de décision. Et je pense qu'en réalité, techniquement, je pourrais être pas loin de ces gars-là. Et moi, je me vois dans quelques années performer contre des gars de plus en plus forts. Mais il manque de l'expérience dans la cage et des prises de décision. Alors c'est pour ça qu'on fait énormément de test match, c'est-à-dire qu'on fait venir des gars qu'on connaît pas et on dit bah voilà, on fait comme si c'était un combat, on s'échauffe pas ensemble. Pour entraîner ton cerveau à prendre des décisions selon ce que tu vois et après à comprendre. Dire, tu vois, c'est bien beau de dire elle a l'air fort en défense de lutte, mais tant que tu l'as pas dans les mains, t'en sais rien. Il y a des fois où je me suis dit putain lui... il a l'air solide défensivement et puis il est monté tout seul sur mon dos. Et puis il y a des mecs, à contrario, je me disais, ça n'a pas l'air de taper. Et quand il t'en met une, tu te dis, ouf, enculé. Donc en vrai, c'est compliqué de faire un game plan, même si on en a un. C'est compliqué d'avoir une vraie stratégie qui est... Alors en fait, il faut multiplier les expériences. Il y a une capacité d'adaptation et je pense que la différence mais dans toutes les catégories, entre un mec jeune pro ou qui a quelques combats pro et un mec qui a une trentaine de combats, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui parle. Après, il y en a qui vont plus vite dans ces zones-là et il y en a qui ont moins à faire d'adaptation. On prend un profil comme Chimaev dont on a parlé ce week-end. Et en vrai, c'est un profil qui cherche tellement la lutte que finalement son adaptation, elle est moins. Peu importe ce qu'il a, il va lutter. Il va plus c'est un peu comme Doumbé aussi avec son striking, non? Ça, je pense que des profils comme ça. Après, Doumbé, ça va être un peu. Il a eu une adaptation à faire et je pense qu'il a toujours une adaptation à faire et on va le voir au fur et à mesure, mais je pense qu'il s'entoure assez bien pour pouvoir briller. Je lui souhaite, en vrai, c'est cool. Si on a des Français qui brillent au sein du PFL qui est en train de monter, c'est cool. C'est cool que ça monte des gars et puis ils sont en train d'appeler de plus en plus de Français le PFL, donc c'est bien pour nous, c'est bien pour. Ils pourraient te contacter toi parce que je crois qu'ils ont une KT, ils ont une KT, mais ils n'ont pas encore fait le tournoi à 100 000 pour l'Europe. Parce qu'ils font 2 tournois, un tournoi à 1 million international et un tournoi à 100 000. Ils n'ont ni fait le tournoi à 1 million ni le tournoi à 100 000. Donc après, à voir où j'en suis, je sais que en Europe, ce serait pertinent parce qu'en vrai, en 57, avec les Anglais et tout, ça peut se construire cette catégorie. Non, moi je pense qu'en vrai, ça va arriver d'ici janvier.
Donc après, à voir où on en est à ce moment-là. Bah c'est ça, parce que toi, t'es au cage. Là, t'as un combat important parce qu'on l'a dit, t'es remonté dans la carte. Potentiellement, après ce combat-là, si tu gagnes, tu peux aller vers une ceinture, tu penses ? On peut aller vers la ceinture. En vrai, c'est en ce moment, dans la catégorie flyweight, il y a... Parce qu'il y a eu un champion français déjà dans cette catégorie, Samir Faidine, il avait pris la ceinture, il me semble. Samir, il avait pris la ceinture contre Sam Krezé. Mais il a reperdu son titre directement après. Ouais, c'est contre lui, là, c'est Hack. Non, il a combattu aussi contre Hack, mais il avait perdu contre un autre profil. Mais lui, c'est le champion actuel. C'est le champion du coup, actuel, parce que lui, il a combattu Faidine au Ares, je crois. C'est ça. J'avais vu le combat, il avait gagné à la décision. Et donc après, il est reparti au Cage Warriors et il a pris la ceinture. Ouais. Ok. Ça, en vrai, il y a eu un moment de flottement, entre guillemets, où il y a eu un moment où tous les gars qui étaient bien classés au Cage Warrior étaient sur une défaite. Et c'est pour ça que j'avais demandé un petit peu sur les réseaux aux gens qui me suivent et qui me soutiennent de mettre un peu mon nom dans leur esprit, parce qu'il y avait un moment où il n'y avait personne. Tout le monde était sur une défaite quasiment. C'était le moment d'y aller. Ouais. Et c'était le moment où on s'est dit vas-y, moi je suis prêt, moi je le veux, je veux mon combat contre ce gars-là. Je pense que je le finis avant les 5 rounds. Et, ouais, je trouve que c'est pas le pire profil. Et en vrai, je suis quand même un combattant qui va toujours chercher les finishes. Sur mes 8 victoires, j'ai 6 finishes. Donc je me sens bien pour l'affronter. Et si on m'avait dit oui, ça serait passé. Là, ils m'ont dit bon, visiblement ça se passera pas. Pour d'autres raisons, on n'a pas trop su les tenants et les aboutissants. Pourtant son manager, c'est un Français, c'est Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, ça. Ouais. du coup, Guillaume, on a un challenger là. Donne-nous ce combat. Donnez-nous le combat. Contacte Graham et dis-lui, il est bien. C'est un bon profil. Et je suis pas le pire profil en plus. Ouais, non, t'as l'air d'être quand même assez confiant dans l'idée de pouvoir le battre, parce que c'est quand même un gros lutteur de mémoire. Hein. Il est pas mauvais sur la lutte et sur le contrôle au sol. Il est assez complet. Du coup, dans l'opposition aussi, ça me convient bien, parce que je pense qu'il est complet et pas meilleur que moi dans les domaines un par un. Donc du coup, c'est l'avantage quand t'as un gars complet, alors que des fois, quand t'as un gars qui est fort dans un domaine, et c'est un peu plus dur de s'imposer. Il faut stratégiquement que t'arrives soit à le battre dans son domaine, soit que t'arrives à faire une stratégie pour l'amener dans le tien. Donc voilà. Comment ça se passe au Cage Warriors pour toi? On en a parlé vite fait en off. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation qui peut être un gros tremplin vers l'UFC, et on l'a vu à l'occasion de l'UFC Paris, parce que je crois que c'est un de leurs champions qui allait affronter Taylor Lapillus. Ouais. Je sais pas s'il y avait un autre gars du Cage Warriors prévu. Il y avait Morgan. Oui, il y avait Morgan aussi, mais je pensais plus dans les étrangers. Mais il y en avait un troisième, je sais plus son nom. Il affrontait pas un Français en plus, il affrontait le Belge. Le Suisse. Le Suisse. Rhys McKee. Rice McKee, l'Irlandais. Exactement. Ok. Lui, c'était aussi un ancien champion du cage. Et donc on voit que le tremplin, il a l'air plutôt actif. Très actif. Je pense que c'est en Europe, c'est ceux qui font les plus grosses passerelles vers l'UFC. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça que tu vas là-bas, concrètement. Ouais, quand même. En fait, ce qui fait ça, c'est surtout qu'ils ont un partenariat. Et quand dans ton contrat, peu importe à quel moment, tu as le droit de partir vers l'UFC. D'accord, donc il y a une clause UFC. Pas comme au KSW, où le KSW essaye un peu de te retenir pour dire non, fais vivre ton contrat au KSW, après tu passes à autre chose. Donc ça, ouais, j'avoue, c'est plus bénéfique. Et en termes de il y a eu vite fait des bad buzz il y a quelques mois sur le Cage Warriors, où beaucoup de gens disaient qu'il y avait eu des malversations, des trucs comme ça. J'ai l'impression que ça va mieux. Tu sais, ils ont pris un temps de calme et qu'après ils se sont relancés assez sainement. Toi, en tant que combattant, ça paye bien, ça paye pas bien, enfin, comment ça se passe? C'est la problématique, ils jouent beaucoup de leur image pour pas bien payer les combattants. C'est combien du coup? Parce que tout à l'heure tu nous parlais du salaire à Grozny. En vrai, j'ai été mieux payé à Grozny. Enfin là maintenant je suis... En vrai il y a qu'une prime.
Il y a pas de, enfin il y a une prime de victoire, mais elle est pas significative. D'accord. Et là, tu t'es payé pour te pointer dans la cage. Ouais, c'est ça. Et c'est combien du coup là? C'est ça. 2000, moi, en fait, tu commences à 1500, je crois, au tout début, ton premier combat, et au fur et à mesure de tes victoires, tu prends des 500 ou des 250 selon ton contrat. Un peu comme il faisait au Ares, où je crois où tu faisais 2, 4, 6, etc. C'est ça, sauf que les primes sont pas ouf. Après. L'avantage, c'est que c'est un gros tremplin, il y a une grosse visibilité. Et puis, au moment où je signe moi là-bas, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Ils ont un gros roster à 57. Ils ont beaucoup de monde dans ma caté. Bah, c'est ça, en fait. C'est que là-bas, en fait, toi, a priori, en France, vous êtes pas trop dans ta KT. Par contre, ta KT au Cage Warriors, elle est très fournie. Comment on fait pour se distinguer justement là-dedans? Parce que faut faire 2 fois plus dans la cage. Faut les éteindre, quoi. Faut faire des bulldog choke toutes les semaines. C'est ça. Mais il faut faire des. En vrai, il m'avait placé dans le tournoi. Après ma victoire par KO là-bas. J'avais mis un gros KO à un Irlandais. Et on casse des gueules. Bah, ça, c'est le but. Hein. Bah, c'est ça, ouais. On est payé pour ça, comme diraient certains. Et après ce KO-là, il m'a mis dans le tournoi pour la ceinture. Et où je prends le champion d'après. Et je me casse la main pendant le combat. Ah oui, merde, on voit encore les cicatrices, ouais. Je me casse la main pendant le combat et je perds au premier tour de ce tournoi, du coup. Mais en vrai, il m'avait déjà un peu placé pour monter dans ce tournoi-là. Donc en vrai, ils nous avantagent jamais. Tu prends certains profils anglais, comme Paddy, ils lui ont fait venir des étrangers qui faisaient pas partie du roster Cage Warriors. Ils lui ont arrangé le chemin un peu, c'est ça que tu dis? C'est ça, mais c'est toujours le cas. Alors que toi, ils vont clairement pas te l'arranger a priori. Non, en vrai, moi j'ai combattu que des mecs du roster, ou alors des mecs qui signaient dans le roster. Donc le dernier, il signait dans le roster, mais c'était... Tu l'as accueilli, quoi. Je l'ai accueilli. Bienvenue au Cage. Bienvenue au Cage. Allez, prends ton étranglement, petit. C'est ça. Et en plus, l'avantage du Cage, c'est que au niveau classement mondiaux, bah, je crois que le champion il doit être dans les 50 ou un truc comme ça. Donc peut-être un peu plus, je sais plus, mais on atteint direct du haut niveau. Alors que dans certaines organisations, finalement, ça met un peu de temps, quoi. Ils te mettent pas encore sur Tapology en classement mondial, mais là ils te mettent numéro 9 de la région Irlande plus UK, c'est pas mal quand même. Ouais, après en vrai c'est Tapology, ils se basent pas trop en vrai sur les... Faut regarder Fight Matrix, c'est le plus intéressant toujours. Toi tu dois le connaître par cœur le tien, non? Non, parce que ça bouge. Justement, c'est ça la différence. Alors que Tapology, en réalité, c'est pas hyper juste parce qu'ils prennent le nombre de combats. Et tu prends des profils... Ils te mettent 239e mondial. Ouais. Mais c'est parce que là, tu rentres dans des trucs où il y a beaucoup de gens et on voit que t'as flirté avec la 186e et en fait, ouais, effectivement, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal, mais ouais, parce qu'en fait, à chaque combat, du coup, s'il y a un autre gars dans ma caté qui combat, et ça va bouger parce qu'il va prendre des places. Et c'est pas seulement basé sur le palmarès, ça va être basé sur qui t'affronte. Et il y a des mecs qui sont même pas classés dans les classements mondiaux alors qu'ils ont des 15 combats, des 20 combats, parce qu'ils affrontent que des chèvres. Et donc c'est beaucoup plus juste de regarder Fight Matrix parce qu'ils prennent en compte contre qui t'as gagné, contre qui t'as perdu. Ouais, ils te font des big leagues, bilan dans big league, bilan des 3 ans. Tu trouves des dernières performances de qualité, tu vois. J'avoue, j'avais pas regardé plus précisément, mais je jetais des yeux sur Fight Matrix, mais c'est vrai que je regardais pas forcément toujours le détail. Mais c'est ça qui diffère en réalité du Tapology ou du Sherdog ou des classements qu'un média peut faire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que est-ce que tu te considérais comme le numéro 1 français de ta catégorie? Ouais, en vrai, moi je me considère comme le numéro 1. Le classement le dit pour l'instant. Le seul... Samir est redescendu. Samir est redescendu dans les classements. Il y a qui d'autre finalement qui est un peu au top en pro? C'est toi et Al Jarouj? Ouais, c'est ça. En gros, là d'actif, il y a Zuber Zuber Boursa qui revient, qui est un de mes anciens partenaires, qui vient de remonter un petit peu vu qu'il vient de faire une victoire au MMA GP. Et sinon après il y a Michael. Mais
je crois qu'il est même plus classé dans les 57 parce qu'il a été trop longtemps inactif. Et là, il a combattu en 61, je crois. Et il a combattu en 61. Est-ce qu'un combat face à lui, ce serait une éventualité? C'est intéressant. En vrai, il y a une possibilité. Vous connaissez un peu? Ouais, on a même déjà tourné ensemble une fois. Okay. On n'a pas fait des oppositions libres. On a fait mais ils sont venus avec son club une fois tourner au NR. Il y a un peu de temps maintenant. Mais en vrai, on se croise et moi, c'est un combat qui me hype, lui aussi, je le sais. Et ça, je pense que ça se fera forcément un jour. Parce qu'en vrai, il peut y avoir un petit débat sur la position numéro 1 et ce combat-là permettrait vraiment de le couronner. Après, sur le truc, c'est que le MMA GP, là, par exemple, son dernier combat, si tu regardes son adversaire, il n'est pas classé. Ah. Il n'est pas classé en 61, je crois. Hein. Je l'ai pas trouvé sur les classements où il est très très loin. Okay. Il est très très loin et c'est à 61 et pourtant il avait un gros palmarès. Et toi, tu irais le chercher au MMA GP pour prendre sa ceinture? Pourquoi pas? En vrai, il y a des propositions. Ouais. Il y a des propositions. Il y a assez prochaines potentiellement. Pour l'instant, on ne sait pas si ça aura lieu. Ça va dépendre un peu du cage. J'arrive au bout de mon contrat du cage. Donc, là, c'est ton dernier combat? En fait, officiellement, mon dernier combat, il a déjà eu lieu, mais ils m'ont fait un prolongement de contrat. Un one-shot. Et c'était pas un vrai one-shot. À la base, ils avaient négocié pour me refaire combattre. Il y a un adversaire qui a battu aussi Samir Fedin, que je voulais absolument, et Aaron Abi, qui est un gars qui a un gros palmarès, et qui m'a refusé plusieurs fois. Et du coup, le Cage Warrior m'avait dit... Si on te ramène à Ronabi, est-ce que tu nous re-signes un multi-fight? Et malheureusement, c'est pas fait. Dommage. Donc là, il faut qu'il te séduise un peu, le Cage Warrior, quand même. J'ai un peu si je gagne ce combat-là, j'aurai une bonne place position, pour négocier avec... Parce que tu as des opportunités où, si c'est pas indiscret le MMA GP va faire une collaboration prochainement qui a déjà été annoncée avec le Jungle Fight à Nîmes. Et ils nous ont contactés et il y a un truc dans la balance. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte après. Mais en tout cas, il y a cet organe qui nous a contactés. À un moment, on avait été contacté par le Ares à un moment. D'accord. Il y a toujours des opportunités. En vrai, l'Octagone a signé une ceinture à 57, donc en vrai, ce serait une opportunité d'aller. Ah ouais? Octagone, toi aussi, ça. Parce que, nous, on est fiers parce que c'est un peu notre orga sur Twitch qu'on diffuse et tout. Ouais, ils viennent de faire, et justement, celui qui combat pour le titre, c'est Aaron Abi, justement. Le mec qui a quitté le cage et qui a battu un moment. Tu serais prêt à aller le courser jusqu'au. Aaron, on vient te chercher, on va venir te chercher. Où tu veux. C'est sympa en plus, j'aime bien les pays de l'Est. Non mais en plus Octagone, moi j'aime. Enfin en termes de. Je suis jamais allé. En termes de popularité là-bas, tu peux te faire des gros fans. Alors ils parlent pas français, mais. C'est pas grave. Franchement, ils sont beaux. T'as vu, on a la petite mascotte et tout, on a tout ce qu'il faut. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. Tu vois, attends, on a le maillot et tout. Tu vois, si tu veux déjà si je veux les appeler. Non, mais donc en gros, tu vas entamer, après ce combat, potentiellement, tu vas être ce qu'on appelle agent libre. Ouais, je vais être agent libre. Tu vas regarder ce qu'on te propose. C'est ça. Après, moi, ce qui me permet d'être actif, c'est le Cage Warrior actuellement. Ouais. Donc en vrai, j'attends. Tu leur donnes la priorité quand même? On peut pas dire ça parce que il y a eu une phase où j'ai mis un peu de temps à recombattre du fait d'être sorti des classements avec ma main. Et les Anglais ils veulent pas prendre un risque pour rien. Si t'es pas dans les classements et que tu les fais pas monter, ils se disent vas-y, pourquoi je vais le prendre lui? Ouais, ok, je comprends. Et il est relou à combattre et je vais prendre. Ils sont chez eux dans leur orga et ils veulent construire leur truc, j'imagine. C'est ça. Et un mec qui les fait pas monter. On aurait fait pareil si on les accueillait chez nous, j'imagine. Non, le pire, c'est qu'on fait pas ça. C'est ça. Je trouve que les orgas françaises qui font venir des étrangers, on est trop gentils. On est trop gentils alors qu'ils nous ont pourri la vie pendant des années. Et franchement, je vois des trucs, des fois, on arrive à donner des décisions à des étrangers alors qu'elles sont serrées et que je les donnerais pour nous, tu vois. Donc, on leur renvoie pas l'appareil. En vrai, c'est une bonne chose, je dis ça en rigolant, mais c'est une bonne chose d'être le plus juste possible. Mais quand tu l'as vécu, tu te dis, les gars, profitez un peu, on est chez nous. Faites-nous des match-up un peu cool. Tu regardes l'Hexagone, par exemple. Bon, ils ont un double intérêt. Mais ils font des match-up intéressants pour les Anglais et pour les Français. Ils font pas que faire monter les Français, tu vois. Alors que les Anglais,
Ils aiment bien. Ah bah ça, forcément. Et je voulais te poser une dernière question, parce qu'après on va enchaîner avec Wally Bana, du coup, qui est champion de France amateur chez les moins de 84. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer aux gens qui sont dans le chat qui tu vas combattre samedi et pourquoi ils doivent regarder ton combat qui sera sur MC Sport, parce que c'est un combat important, on l'a compris, dans la suite de ta carrière. Bah, ce gars-là, cet Italien, il est, je sais plus combien mondial, mais en dessous de moi, à peu près 180, donc ça commence à être solide. C'est un gars qui a plusieurs victoires par KO, qui a battu un nom pas mal au Cage Warrior, et qui sort d'une victoire serrée contre l'ancien champion. Donc en vrai, ça va être un bon challenge. Moi, je vais tout faire pour que ça aille pas au bout, parce que peu importe, les juges, ça reste des humains. Il y a toujours droit à l'erreur, il y a toujours une histoire. Donc moi, je veux finir ce combat. On va mettre les moyens. Je le dis souvent, mais c'est soit on essaie de faire une masterclass parfaite, soit on part à la guerre, et là on y laissera quelque chose. Mais je suis prêt à laisser une main, je suis prêt à laisser un truc. Ouais. Mais si je lui fais pas une masterclass, si ça se plie pas vite comme les derniers combats que j'ai eu, bah on va partir à la guerre, on va faire un gros combat, peu importe. Il a tendance un petit peu à courir, il se balaie, mais on saura lui rappeler, et je lui courrai après pour aller lui mettre des frappes ou le jeter par terre. Bon, ça va être très très lourd. En tout cas, on te donne beaucoup de force pour le combat de samedi. Merci beaucoup en plus d'être passé. On sait que c'est une semaine qui est particulière, semaine de combat. Ça occupe, je pense pas à la pauvre, fin. il doit encore faire le poids pour samedi, etc. Et il passe gentiment nous voir pour nous parler du combat. Donc merci beaucoup Nico, je vais te raccompagner.